Comment passer de la compréhension d'un insight à l'action? Comment alimenter les bons KPI avec les données clients? Bienvenue dans De l'écoute client à l'impact business, le podcast qui vous guide au cœur de la connaissance client pour transformer vos décisions business. Alors ici, on décortique la mise en place d'une recherche structurée, on met en lumière les KPI qui comptent et on partage des exemples concrets issus de différents types d'organisations. Que vous soyez product designer, marketeur, responsable expérience client ou responsable communication, eh bien ce podcast vous donne les clés pour faire parler les données et générer un vrai impact. Prêt à faire le saut? C'est parti. Dans ce 4e épisode du podcast de l'écoute client à l'impact business, Marion Damien, user researcher auparavant chez Shine et Blablacar, nous raconte comment la connaissance client fait partie de la culture d'une entreprise tech, comment l'enjeu d'embarquer les équipes en amont est très important, surtout dans les projets complexes, et ceci afin de partager un cadre de référence, par exemple à travers des personas. Cette interview aborde aussi la place de l'équipe CRM en lien avec le product et la research pour mieux nourrir la connaissance client. Elle vous dira également comment elle est allée au-delà de la simple note du fameux NPS pour mieux comprendre son évolution et quel a été le challenge à relever lors du projet Boost afin de mieux faire comprendre cette nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs. Bonjour Marion Damien, dans ce podcast qui va parler connaissance client, KPI, impact business, structuration de la research dans les entreprises. Je te propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, de te présenter en quelques mots tout simplement. Bonjour Nabil, merci pour l'invitation déjà. Très heureuse de pouvoir échanger ce matin avec toi. Donc moi je m'appelle Marion Damien, je suis UX Researcher depuis, alors j'ai l'habitude de dire plus de 10 ans, mais du coup ça fait quelques années que je dis ça, donc très précisément depuis 13 ans. J'ai commencé l'UX Research plutôt en agence, dans une agence d'UX à Paris qui s'appelle Accence, pendant quelques années. Et en 2018, j'ai intégré Blablacar en tant que UX Researcher. Donc je suis passée côté annonceur, comme on aime bien dire dans le monde de l'agence. Je suis restée quelques années chez Blablacar et j'ai ensuite intégré Shine, qui est une fintech française, un petit peu plus petite que Blablacar, où je suis restée un peu moins de 2 ans. Et je me suis lancée en freelance il y a quelques mois. Ce que je te propose, si on se concentre déjà sur Blablacar, c'est là où tu as passé le plus de temps, a priori, Oui. chez l'annonceur. Si tu nous dis un petit peu comment, du temps où tu y étais, comment était structurée la connaissance client, quelle était la place de la research? Est-ce que c'était dans la culture de l'entreprise? Est-ce que c'était utilisé par des équipes de manière systématique, ponctuellement? Voilà. Comment ça se passait? Ouais, merci beaucoup pour la question. Donc, alors moi j'ai eu la chance quand même d'avoir 2 expériences significatives dans 2 boîtes tech avec une grosse culture produit et des boîtes qu'on pourrait qualifier de user-centriques. C'était le cas chez Blablacar, c'était le cas chez Shine. Donc je pense que c'est la chance que j'ai eue peut-être par rapport à d'autres boîtes qui le sont moins que celle-ci. Pour revenir sur Blablacar précisément, quand je suis arrivée, il n'y avait plus d'équipe research, du X Research, mais il y avait déjà eu une équipe research avant moi, même composée de plusieurs personnes. Donc c'était quand même un sujet sur lesquels les équipes, notamment les équipes produits, étaient sensibilisées. Elles avaient l'habitude de travailler avec la user research dans leurs projets. Donc il n'y a pas eu vraiment de travail d'évangélisation à proprement parler. D'autant plus que les leaders de l'équipe à ce moment-là, qui étaient Tristan Charvilla et Rémi Guyot, étaient quand même 2 vraiment sponsors hyper importants et hyper impliqués sur le sujet de la user research. Donc il n'y avait pas de travail d'évangélisation, mais il y avait un travail de vraiment venir s'intégrer, faire en sorte que la user research puisse venir s'intégrer de manière la plus fluide possible dans les projets côté produit et côté design. Oui, j'ai l'impression que pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle parle le même langage que les équipes à qui elle va apporter des choses qu'elle va nourrir finalement. C'est vraiment ça aussi l'un des enjeux, quoi. Ouais, complètement. Et on a fait, je pense, quand même un travail où on a essayé de laisser la main aux gens de l'équipe produit sur certaines méthodologies.
pour qu'ils puissent justement s'approprier aussi des méthodologies type les tests utilisateurs notamment. On a commencé à le faire chez Blablacar. Chez Shine, c'était un modèle assez différent. Donc là, les gens de l'équipe produit étaient quand même beaucoup plus alors responsables, je ne sais pas si c'est le bon mot, Autonome peut-être, mais en tout cas autonomes, Ouais. exactement, sur la recherche utilisateur pour leur projet. Donc c'était deux modèles assez différents. Chez Blablacar, on était encore dans un modèle où on avait un peu comme une agence de user research au service, on va dire, de l'équipe produit. Mais à un moment, quand même, on a essayé de tendre vers un modèle un peu plus hybride où on voulait aussi que les gens de l'équipe produit soient plus autonomes sur certaines méthodologies de user research. Et comment tu doses ça? Comment tu te dis, ben tiens, ça, on leur file des templates, ils vont se débrouiller tout seuls. D'autres choses, ben non, là, c'est à nous de maîtriser. Comment tu peux doser? Alors, chez Blablacar, on avait pris le parti sur des méthodologies où on était encore beaucoup sur ce qu'on appelle du qualitatif, finalement, avec vraiment des échanges avec les utilisateurs, des interviews en profondeur. On avait pris le parti de garder ces méthodologies-là sous le scope de l'équipe research. Et par contre, des méthodologies un peu plus asynchrones, typiquement, tu vois, des tests utilisateurs, mais via des outils comme Maze, où on n'a pas forcément un contact direct avec les utilisateurs. Ça, c'était des choses qui étaient gérées notamment par les product designers ou parfois par les product managers. C'était le parti qu'on avait pris. D'accord. Après, voilà, je sais qu'il existe autant de modèles presque que d'équipes research dans des boîtes produits ou tech. Mais nous, c'est comme ça qu'on avait modélisé en fait le fonctionnement. D'accord. Et dans cette deuxième partie sur justement les études asynchrones, là, il y avait eu une passation, une montée en compétence de ces équipes-là avec des templates, des manières de programmer, des tests, des protocoles, etc. quoi. Oui, c'est ça, exactement. Notamment sur l'outil Maze, effectivement, à un moment, on s'est rendu compte que l'équipe design, elle était assez demandeuse de pouvoir faire des sortes d'A/B testing. Je mets des guillemets parce que c'est pas de l'A/B test au moment de la mise en production, mais c'est plutôt tester en fait différentes versions d'un même design, vraiment pendant la phase d'idéation. Et on avait identifié Maze comme étant un outil qui pouvait nous permettre très rapidement de confronter, par exemple, deux versions d'un même design à nos utilisateurs, de pousser en fait un test très rapidement à nos utilisateurs via notre outil de CRM. Avec l'équipe CRM, on avait mis en place un système qui permettait de prendre contact très rapidement avec nos utilisateurs, de leur pousser les deux designs, leur poser quelques questions et d'obtenir en fait des retours sous 48 heures, une centaine de retours sous 48 heures. Donc c'est quelque chose qu'on a testé et qui a bien fonctionné et qu'on a pu ensuite déployer un peu plus à l'échelle sur d'autres projets. Et d'ailleurs, on revient au fait de s'adapter aux besoins des équipes. Donc là, elles sont autonomes, elles vont à leur rythme en fait. Elles vont chercher l'information au rythme de leur roadmap, ou en tout cas des réponses dont elles ont besoin. Oui, c'est ça. Après, sur ce use case-là, justement, le rythme, c'était d'avoir des retours quand même assez rapidement. D'où l'idée d'aller chercher un outil qui va nous permettre très rapidement de pouvoir avoir des retours des utilisateurs. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'avec Maze, nous, ça a bien fonctionné parce qu'on arrivait, c'est ça, surtout à capter un volume assez conséquent de réponses en un laps de temps assez court. D'accord. On parle design, on parle de product lié à la research. Là, tu viens de dire en effet l'acronyme CRM. On parle aussi des cibles qu'on veut évidemment aller écouter, auprès desquelles on a envie de tester le produit. L'équipe CRM, c'était encore quelque chose d'autre. C'est une autre équipe qui était à côté de vous, qui était dans le market, qui était dans le... Où ça? Alors c'est assez intéressant parce que, alors en tout cas moi à l'époque où j'étais chez Blablacar, ça a peut-être changé depuis, mais il y a une période où l'équipe CRM chez Blablacar était dispatchée entre une équipe CRM sous la croupe entre guillemets du product marketing et une partie du CRM côté marketing justement. Donc ces deux équipes-là bossaient pas du tout sur les mêmes sujets. Et ce qui était intéressant, c'est que côté product marketing, c'était des vrais partenaires justement pour mettre en place des projets côté produit, côté design ou côté research justement. D'accord, ok. Et est-ce que ça allait jusqu'à... alors, premier niveau, c'était peut-être partager la base de données des contacts pour faire les tests. Est-ce que ça allait après jusqu'à, dans les résultats que vous obteniez,
aller rajouter cette couche d'informations qu'il possédait sur ces gens-là pour dire, on constate que dans le test, vous leur avez demandé ça et ça, nous, on sait que ceux-là, ils sont aussi telle ou telle caractéristique, et pour voir s'il n'y avait pas des différences selon certains segments. Oui, Est-ce que l'analyse remontait jusqu'au CRM après? Est-ce qu'ils étaient à ce moment-là avec vous ou pas? Sur le projet Maze dont je parlais, pas forcément. Par contre, on a mené des projets plus quantitatifs, donc vraiment plutôt du questionnaire, des surveys, sur des gros volumes d'utilisateurs. Et en fait, effectivement, là, on s'est quand même pas mal appuyé sur les bases de données, enfin les bases de données. Oui. Je réfléchis, c'est le bon terme. Ouais, la segmentation plutôt, pour être précise, qui était créée côté CRM pour aller pousser justement le questionnaire en question à des segments assez précis d'utilisateurs. Et ensuite, pouvoir justement, au moment de l'analyse, regarder un peu segment par segment quelles sont les différences qu'on note sur certaines questions, certains points. D'accord, ouais. Ok, ouais. Donc, en effet, plusieurs équipes qui travaillent ensemble pour obtenir une information et qui soit exploitée après par ceux qui sont chargés de concevoir. Exactement. Quoi. D'accord. Est-ce que l'équipe CRM vous a aussi aidé à construire des personas ou est-ce que vous l'avez fait sans eux? Comment c'est sur ce croisement de données? Jusqu'à quel point vous avez été chercher de l'info à droite à gauche? Ouais, alors le sujet des personas chez Blablacar, il était, je pense comme dans énormément de boîtes, c'était un sujet assez, assez important, on va dire. Et c'est vrai que le jour où tu décides de t'attaquer à ce sujet-là, en fait, il faut vraiment embarquer plein d'équipes en interne, notamment, comme tu l'as dit, l'équipe CRM ou l'équipe marketing, en fait, de manière un peu plus large. Alors après, tout dépend des objectifs que tu mets derrière ces personas-là. Est-ce que c'est des personas qui vont plutôt nourrir l'équipe produit? Est-ce que c'est plutôt des personas côté marketing? J'ai perdu le fil de la question. Donc, Mais en tout cas, comme tu disais, il y a un élément important, c'est l'objectif. Ouais. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on va chercher comme information? Exactement. Et vu que les personas, ils sont très multiples, on peut y mettre ce qu'on veut. Ouais. Au départ, il faut choisir quelle information va constituer cette entité-là qui va servir de guide après, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu as dit aussi embarquer les équipes. Ça, il faut que tout le monde parle le même langage à un moment donné. Et donc, si elle l'exploite après, il faut qu'elle les nourrit en amont. Ouais. J'ai l'impression. Sinon, elles vont considérer ça comme quelque chose qui leur est imposé. Oui. Ou alors elles vont tout simplement pas s'en servir. Et ça va être mis de côté. Et tout le travail qui a été fait par rapport à ça va pas être exploité, ce qui est dommage parce que ça représente quand même une grosse quantité de travail, quoi. D'accord. Dans mes entretiens que j'ai pu faire, pour l'instant, on parle peu souvent des sales. Est-ce que cette équipe-là, elle apporte de la donnée? Est-ce est-ce que vous lui déléguez certaines micro-tâches de récolte d'informations aussi ou pas du tout? Comment ça se passe? Comment ça se passait en tout cas? Alors chez Blablacar, en tout cas moi à l'époque où j'y étais, vraiment, on était encore principalement sur le carpool, le covoiturage. Il y avait encore peu toute la partie bus notamment. Donc au final, il n'y avait pas vraiment d'équipe sales à proprement parler. Donc c'était pas un sujet pour le coup chez Blablacar, moi quand j'y étais. En revanche, ça l'était chez Shine. Pour le coup, on avait une vraie équipe sales. Et chez Shine, les clients, c'est du B2B là du coup. C'est du B2B, mais qui pourrait se référer à du B2C parce qu'on est vraiment, en tout cas, encore une fois, à l'époque où j'y étais. Shine, c'était il y a combien de temps? Alors, moi, Shine, je suis arrivée en septembre 2022. D'accord. Et je suis partie en novembre 2024. D'accord, ok. Voilà. Je reprends le fil. Ouais, donc en effet. chez Shine, donc effectivement, le client, c'est du B2B, mais la particularité, c'est qu'en fait, on est beaucoup sur des auto-entrepreneurs, des indépendants. Donc, il y a énormément de similitudes avec une clientèle B2C au final, sur la prise de décision notamment. Ouais. Et donc, effectivement, chez Shine, par contre, on a une vraie équipe sales qui est là, effectivement, quand
un prospect, un utilisateur va commencer à prendre de l'information sur le site. Voilà, il a la possibilité d'échanger ensuite avec quelqu'un de l'équipe Sales. L'équipe Sales, d'ailleurs, chez Shine, utilisait en tout cas à l'époque, un outil qui s'appelle Mojo, qui permet vraiment d'enregistrer, en fait, notamment tout ce qui est conversation téléphonique. Et encore une fois, ça va être un outil vraiment au service de la connaissance client. Et cet outil-là nourrit finalement le CRM, puis la base de connaissances qu'on a sur les clients, j'imagine. Alors, je pense que dans l'idéal, oui, mais ce qu'on constate, c'est que encore dans des entreprises comme Shine ou même chez Blablacar, qui sont quand même, comme je le disais, vraiment des exemples, je trouve, de user centricity, finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de silos, notamment d'une équipe à l'autre, et aussi d'un outil à l'autre. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je constate, c'est que chaque équipe va mettre en place un outil qui va servir ses propres objectifs. Je le disais par exemple côté sales, ils vont avoir cet outil Mojo qui permet d'enregistrer les échanges avec les potentiels clients. Je pense qu'ils s'en servent beaucoup aussi pour s'améliorer dans leur discours commercial notamment. Là où, typiquement, le service client va avoir un autre outil qui est mis en place, va avoir d'autres canaux de contact avec les utilisateurs. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que très souvent, on peut avoir des silos entre ces canaux de contact. Et ça peut être compliqué d'avoir une vision un peu 360, justement, de cette connaissance utilisateur. D'accord, ouais. Et ça serait le rôle de la research, d'avoir ce rôle transversal, tu penses ? Ou pas nécessairement ? Ça peut l'être. En fait, je pense que il faut, quand on essaie de mettre en place comme ça un projet un peu de voice of customer, je crois que c'est le bon terme pour résumer ça. Pour moi, c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, il faut que ce soit un travail vraiment en collaboration avec plusieurs équipes. Donc, ça peut très bien être le rôle de la research, de l'idée un peu ce projet, mais dans tous les cas, il va falloir à un moment quand même venir embarquer toutes les autres équipes pour voilà, encore une fois, avoir une vision un peu d'ensemble global de cette connaissance. En effet, oui. Alors, je ne sais pas si je prêche pour ma paroisse, mais j'aime à dire qu'en effet, la research ou le design, mais en plus élargi, c'est eux qui mettent un peu de l'huile dans les rouages, qui essaient que les services se parlent, qui essaient de prendre du recul, qui essaient de redonner de la vision un petit peu. Alors, je ne sais pas si j'y mets beaucoup là-dedans, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est ils peuvent, davantage qu'un service market, finalement, ils ont davantage accès à différentes choses, à différentes équipes. C'est eux qui font le lien pour que finalement tout le monde aille dans la même direction. Même si on est siloté et qu'on va dans la même direction, c'est ok, mais si on pouvait être connecté, c'est encore mieux, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. D'où l'importance aussi, côté research, de vraiment essayer de diffuser au maximum les insights qu'on va avoir quand on fait des interviews, des tests, peu importe. Et de pas juste se contenter de diffuser ces insights auprès de l'équipe, tu vois, que ça intéresse premièrement, mais vraiment d'essayer de le diffuser à une échelle un peu plus large dans l'entreprise, quoi. D'accord. D'ailleurs, ça nous amène sur la deuxième grande question qui est justement, est-ce que tu as des exemples d'exploitation de connaissances clients qui ont impacté certains KPI où on se dit, bah tiens, c'était peut-être pas prévu à l'avance, ou alors vous aviez défini un KPI ou des indicateurs précis qu'il fallait surveiller, et en faisant la research, il y a eu un impact positif, fortement, légèrement, mais est-ce que tu as un exemple ou deux à nous donner de ce lien-là, sur l'impact finalement moi j'ai dit impact business, mais ça peut être un peu autre chose, ça dépend. Ouais. À toi de me le dire, quoi. Oui, alors je repars du coup sur un exemple chez Blablacar où une des métriques un peu clés qui était suivie à l'époque, c'était le NPS. Alors pas de débat autour du NPS, je sais qu'il y a sans mauvais jeu de mots, des détracteurs du NPS. Toujours est-il que voilà, chez Blablacar, c'était quand même un indicateur qui était très suivi. Et qui était monitoré plutôt au niveau quantitatif entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on avait tendance à regarder, c'était beaucoup le score en fait du NPS. Donc pour rappel, le NPS c'est une question standardisée où on demande à nos utilisateurs s'ils recommanderaient en fait notre produit ou notre service à des proches, et l'utilisateur peut donner une note entre 0 et 10.
Je sais plus si c'est 0 ou 1. Mais, Les sur deux sont 10. admis. Ok. Voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand même, les utilisateurs ont la possibilité, en plus de la note, de fournir des explications. Donc, s'ils donnent une bonne note, généralement, on va leur demander qu'est-ce qu'ils aiment dans le service. Et s'ils donnent une note pas géniale, on va plutôt leur demander voilà, ce qu'on pourrait nous améliorer ou les raisons pour lesquelles ils ne sont pas satisfaits. Et donc chez Blablacar, c'était plutôt monitoré au niveau du score. C'est une métrique qui avait relativement été toujours plus ou moins stable en fait. Et à un moment, on a observé un drop en gros assez généralisé sur plusieurs marchés, côté passager, côté conducteur. Et donc là, plusieurs équipes ont commencé un peu à avoir un signal d'alerte. Et on a commencé à se dire que ce serait bien quand même d'aller regarder un peu les commentaires, les feedbacks qui étaient faits par les utilisateurs, donc afin de comprendre un peu finalement les raisons derrière ce drop-là. On a commencé à le faire manuellement. On s'est vite rendu compte que c'était hyper chronophage, vu le volume en fait de commentaires qu'il fallait traiter. J'ai plus en tête le volume. C'est plusieurs centaines, j'imagine. Ah, c'est plusieurs dizaines de milliers. D'accord, sur un mois, bon. c'est vraiment des énormes quantités, sachant que, comme je le disais, il y a plusieurs marchés, des marchés qui sont clés chez Blablacar. À l'époque où j'y étais, il y avait notamment le Brésil, il y avait aussi la Russie, ça a évolué depuis, mais moi à l'époque où j'étais là-bas, il y avait 3 marchés clés, c'était France, Brésil, Russie. Donc ça nécessitait aussi de solliciter des gens de l'équipe locale pour aider au niveau local justement sur la catégorisation, l'analyse en fait des commentaires. Donc on s'est vite rendu compte que c'était pas gérable de le faire manuellement. Et on a cherché un outil en fait qui pouvait nous aider à automatiser toute cette analyse. Donc c'est un projet qui remonte à il y a quelques années. Je précise parce que au final, le paysage des outils à l'époque, il était assez différent de ce qu'on a maintenant. Voilà, il n'y avait pas du tout tout l'essor autour de l'IA générative. Par contre, il y avait déjà des outils qui intégraient l'IA sur justement de l'analyse de feedback, de commentaires. Donc nous, on s'est tourné vers un outil qui allait vraiment nous permettre d'analyser justement le volume conséquent de commentaires qu'on avait à traiter. Donc c'était un outil quand même assez connu déjà à l'époque qui s'appelle Chattermill. Je peux citer le nom. Oui, voilà. tout à fait, ouais. Et ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que au final, il ne va pas venir analyser seulement le NPS, mais il va vraiment venir analyser toutes les sources de feedback un peu qualitatives. Donc là où les gens vont laisser des commentaires, laisser des avis, vraiment venir écrire du contenu. Donc l'outil il est en capacité d'analyser en fait cette source de feedback quali sur différents canaux. Donc ça peut être le NPS, ça peut être les tickets qui sont laissés du côté du service client. Ça pourrait être justement sur un outil comme Mojo, ça pourrait être aussi l'enregistrement des échanges avec les prospects. C'est-à-dire que quand il analysait les verbatims des mauvaises notes, il pouvait aller voir s'il y avait des tickets qui parlaient de la même thématique, par exemple ? Alors, en fait, comment ça se passe quand tu mets en place cet outil-là? Déjà, tu as Chattermill, ils ont des intégrations à certains outils. Donc, par exemple, chez Blablacar, à l'époque, c'était Zendesk qui était utilisé comme outil côté service client. Donc, Chattermill, typiquement, a une intégration avec Zendesk. Donc, en plus, ça facilite vraiment la mise en place et tout est automatisé à partir du moment où tu as cette intégration est activée, entre guillemets, entre Chattermill et toi, le profil Zendesk Blablacar, on va dire, pour résumer. Et donc, au moment du déploiement, on va dire, de Chattermill, une des étapes une des étapes au moment du déploiement de Chattermill, c'est de leur fournir en gros une sorte d'extract de tes données justement sur Zendesk,
sur ton NPS. Donc vraiment toutes les sources où tu as décidé que l'outil il allait venir faire son analyse, tu leur donnes un extract et en fait l'algorithme, donc ça vraiment après le travail de l'IA qui va venir analyser tous ces extraits là et qui va venir identifier des catégories et des sous-catégories de thématiques qui sont censées revenir le plus souvent dans ce que disent tes utilisateurs. D'accord. Donc tout ce travail-là, finalement, il est fait par l'IA. Ouais. Et ça aboutit à des réponses qui expliquaient pourquoi il y avait ce drop, j'imagine. Ou alors vous avez dû creuser après en mettant en place d'autres techniques, d'autres protocoles. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que finalement, donc, tu as tes catégories et tes sous-catégories. Donc, quand, par exemple, un PM commence à travailler sur un nouveau projet et qu'il est un peu dans une phase de discovery, en fait, il va pouvoir aller voir sur l'outil via, il y a une barre de recherche où tu peux taper des mots-clés. Et en fait, les feedbacks en question reliés à ce mot-clé vont ressortir. Et ce qui est intéressant sur Chattermill, c'est qu'eux, en fait, ils ont développé, entre guillemets, leurs propres métriques et notamment le sentiment score. Et le sentiment score, ce qui est intéressant, c'est que sur une catégorie ou sur un mot-clé que tu vas taper dans l'outil, il va venir te dire voilà, tes utilisateurs, ils sont plutôt positifs ou négatifs dans le sentiment qu'ils expriment dans leurs commentaires. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, sur certains projets chez Blablacar, le sentiment score, au final, c'est devenu un peu, sur certains projets, une métrique qu'on a envie d'aller améliorer. Il y a un projet qui est le projet Boost, dont j'ai déjà parlé moi sur LinkedIn, qui est aussi un peu le projet fil conducteur dans le livre de Tristan et Rémi, Discovery Discipline. Et à un moment, sur ce projet Boost, il y avait vraiment une problématique autour de la perception en fait de cette fonctionnalité qui avait une image assez négative auprès des utilisateurs et sur un projet à un moment on s'est dit ça serait intéressant de venir améliorer un peu la perception donc le sentiment score entre guillemets que les gens peuvent avoir de cette feature là. D'accord. Et qui n'a rien à voir avec l'intensité des propos, parce que quand on regarde les verbatim, il y a un volume, le nombre de personnes qui parlent de ça, et puis il y a aussi l'intensité de la manière dont ils s'expriment. Parce qu'il peut y avoir 40% qui parlent de quelque chose, mais avec une intensité faible, qui fait que c'est peut-être pas nécessairement le chantier prioritaire à traiter. Est-ce que vous aviez aussi cette granularité dans l'analyse à travers cet outil ? Ouais, en fait, je pense que le sentiment score, justement, il va plutôt analyser ce que tu décris. Ouais, okay. C'est-à-dire que si un utilisateur est très virulent ou à l'inverse hyper flatteur ou hyper positif sur un point en particulier du service ou du produit, c'est ce que va détecter en fait c'est ce qu'on arrive à détecter via cette métrique-là, effectivement. Ce projet Boost, à quel point vous avez puisé dans la connaissance client pour justement faire des modifications nécessaires et que la perception des utilisateurs remonte quoi. Alors, le projet Boost, il est quand même très complexe. Donc, il y a plein de paramètres qui viennent rentrer en jeu pour améliorer la satisfaction des utilisateurs. Donc, il y a eu vraiment, justement, le projet Boost. L'essence de ce projet-là, c'était vraiment d'améliorer la connaissance. En tout cas, faire en sorte que les utilisateurs identifient mieux ces demandes de réservation-là qui sont très spécifiques et qui sont poussées par l'algorithme, qui ne sont pas des demandes, en tout cas qui ne sont pas des étapes. Alors attends, il faut que j'essaie de l'expliquer de manière très simple. Des étapes initiées par les utilisateurs eux-mêmes, quoi. Exactement. Okay, donc c'est un peu la difficulté et tout l'enjeu du projet à la base, c'est de faire en sorte que les utilisateurs aient une bonne compréhension de ces demandes de réservation qui avaient tendance à générer beaucoup d'interrogations, d'incompréhension aussi côté conducteur et du coup aussi côté passager.
Donc ce projet-là, voilà, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Il y a des choses qui ont été modifiées côté produit, côté design, mais finalement, ça touche pas que cette partie-là. Ça va venir aussi toucher l'algorithme en lui-même, comment on arrive à prédire si un utilisateur il va être plus enclin à accepter ces demandes de réservation ou justement il va pas être du tout enclin et du coup peut-être qu'on va pas lui pousser. Donc il y a d'autres facteurs qui sont venus rentrer en jeu pour améliorer en fait cette feature-là. D'accord. Et au final, il y a eu la SAT est remontée ou pas, ou est-ce qu'il y a eu moins d'intensité négative dans les propos? Il y a eu une meilleure compréhension. Ça, c'est sûr qu'il y a eu un vrai avant-après sur l'identification par les utilisateurs de ce type de demande de réservation. Par contre, moi, au moment où je suis partie, on était encore vraiment en train de travailler sur la satisfaction vraiment notamment des conducteurs sur ces demandes de réservation. Donc c'était encore quand même un sujet assez brûlant, moi, quand je suis partie de chez Blablacar. D'accord. Ok. Et justement, cette meilleure compréhension, comment vous l'avez évaluée? Est-ce que c'est passé par du quali? C'est passé par le sentiment score ou Alors, donc quand on a travaillé sur cette identité boost, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment venir marketer en fait une feature qui était pas du tout comprise des utilisateurs. Ça a changé pas mal de choses dans le produit même, dans le parcours de publication d'un trajet notamment. Il y a eu des écrans qui ont été rajoutés, didacticiels, etc., du contenu. Donc il y a eu un gros travail fait notamment par l'équipe product marketing de chez Blablacar. Donc tout ça, on a pu le tester de différentes manières. On a fait des tests utilisateurs, vraiment donc à plusieurs étapes du projet, mais notamment un peu en fin de projet pour valider ces nouveaux parcours, le discours aussi autour de la feature. La mise en scène du contenu. Exactement, donc ça c'est des choses qu'on a testées plutôt sur un petit échantillon, plutôt sur des tests utilisateurs, donc voilà sur nos marchés clés. Et ce qu'on a fait en parallèle, vraiment au moment de la sortie de cette feature-là, c'est qu'on a également mis en place un questionnaire, donc là plutôt une méthodologie quanti pour le coup. Et ce questionnaire-là, on l'a diffusé une première fois auprès de nos utilisateurs avant justement le revamp autour de la feature Boost, donc vraiment sur le produit initial, entre guillemets. On a posé des questions, notamment on a demandé aux utilisateurs quel type de demande de réservation existait sur Blablacar. Et on a ensuite repoussé le même questionnaire avec les mêmes questions après en fait tout ce qui a été sorti autour de Boost. D'accord. Okay. Et donc c'était intéressant parce qu'on avait deux batchs de données en fait pour venir voir un peu mesurer l'évolution de notamment la compréhension. Et c'est là où on a vu effectivement que en donnant vraiment ce nom Boost, en le marketant, en le diffusant un peu de manière massive dans le produit, les gens l'identifiaient et surtout ils comprenaient en fait ce qu'on mettait derrière et ils comprenaient quel type de demande de réservation Boost venait soutenir, entre guillemets. Oui, quelle était son utilité finalement. Exactement. Tout à fait, ouais. Oui, parce que j'ai rien demandé, ça arrive comme ça. Pourquoi? Ah oui, à cause de ça, dans ce contexte-là. Très bien, ouais. Donc en effet, ce avant-après, c'est idéal. On a un élément de référence et puis on voit après ce qui se passe. Et alors, notre meilleure compréhension, c'est du quanti, donc c'était quoi, sur plusieurs centaines de personnes? Ça a été, j'imagine. Et grosso modo, est-ce qu'il y a... alors, moi j'aime bien le quali, hein, bien sûr, mais j'aime bien aussi les chiffres. Est-ce qu'il y a, je sais pas, plus 12% de meilleure compréhension? Est-ce qu'on peut dire ça? Comment ça a été évalué? Oui, alors notamment sur une question en particulier, on s'est rendu compte qu'on avait encore un utilisateur sur 3, donc ça fait à peu près 33%, qui pensait que l'option Boost en fait pouvait être désactivée. Donc en fait, on s'est rendu compte aussi en regardant les commentaires dans le NPS qu'il y avait beaucoup de frustration parce qu'ils cherchaient à désactiver cette option. Or, il s'avère que ce n'est pas une option qu'on peut
activés ou désactivés. Donc, ce sont aussi des éléments ensuite qui ont permis de nourrir d'autres projets, notamment en se disant, voilà, faut qu'on renforce un peu la compréhension sur comment ça fonctionne et sur le fait effectivement que c'est pas une option activable ou désactivable par l'utilisateur. Ouais, grosso modo, il n'a pas la main dessus. Exactement. Alors c'est vrai que, comme tu disais, il y a plein d'acteurs qui ont travaillé là-dessus. Dire que cette équipe-là a abouti à 12% de la réussite sur le business derrière, c'est compliqué. Par contre, là, on parle d'éliminer la frustration, d'éliminer aussi, alors je ne sais pas si vous avez aussi le Customer Effort Score, le CES, qui permet de dire, j'ai arrivé à faire une tâche, mais par contre, j'ai mis beaucoup de temps et de l'effort de mon côté, et c'est pas nécessairement ce que j'imaginais moi. Donc cette frustration-là, si elle est levée, on peut imaginer que par ricochet, le NPS, on en parlait tout à l'heure, va être moins impacté par du négatif parce que je ne vais plus repenser à ce moment-là qui était galère. Alors que si je sais que je ne peux rien y faire, je l'accepte ou pas. Mais en tout cas, je ne perds plus de temps dessus, quoi. Et c'est vrai que la cohérence, la confiance dans les interfaces, ça passe par des micro-interactions, alors plus ou moins macro selon le temps qu'on y passe, évidemment, ou si elles sont structurantes. Mais en effet, éliminer la frustration, c'est un élément qui est aussi important finalement. Complètement. Ça marche. Si on essaye de se projeter un peu plus sur demain, j'ai noté pas mal de trucs dans ce que tu as dit, hein, des choses très précises, des choses qui reviennent aussi sur les challenges. Mais si on pense à demain, dans ce que tu as pu voir dans tes expériences, est-ce qu'il y a encore quelque chose, quand on pense à la connaissance client, qui n'est pas encore résolu, des choses qu'on pourrait mieux faire demain dans les entreprises ou dans les équipes? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Est-ce qu'il y a 1, 2 ou 3 chantiers qui sont à mettre en place selon toi? Alors moi je suis toujours étonnée aujourd'hui qu'on n'ait pas un outil. Alors je trouve qu'on a vraiment résolu un peu ce problème de silo entre les différentes sources de feedback où les utilisateurs peuvent s'exprimer spontanément, donc avec des outils. Moi j'ai parlé de Chattermill, mais en réalité il existe pléthore d'outils qui permettent de faire ça et qui sont vraiment adaptés à la fois aux outils que tu as déjà en interne, au volume de données à traiter, à ton budget. Enfin, voilà, je pense qu'on a vraiment pour tous les portefeuilles et tous les use cases possibles. Donc ça, pour moi, c'est plus tellement une problématique aujourd'hui. C'est des choses qu'on peut venir traiter de manière plus efficace et qui vont vraiment nous aider ensuite derrière à mieux comprendre ce que tu as dit, les frustrations notamment des utilisateurs. Côté research, on entend beaucoup parler de les repositories, comment mieux également structurer tous les insights qui ressortent côté research. En fait, je trouve que ce qui manque encore actuellement aujourd'hui, c'est justement de pouvoir faire le pont entre les insights côté research et tout ce que je disais, les insights entre guillemets qui vont ressortir plus côté exploitation des feedbacks utilisateurs. Et je suis toujours assez étonnée que avec tous les outils d'IA qui existent aujourd'hui, on n'ait pas un outil qui nous permette vraiment d'avoir cette vraie vision 360. Alors, s'il en existe, peut-être que je ne suis pas à la page et je serais ravie d'avoir des suggestions et des recommandations. Mais ça bouge vite, hein, ce qui n'existait pas la semaine dernière se passe peut-être pendant qu'on se parle aujourd'hui. Donc, ouais. Mais je sais que, notamment quand j'étais chez Shine, j'ai longtemps en fait cherché un outil qui proposerait vraiment d'analyser ces deux types de données, tu vois, les données un peu entrantes et sortantes. Ouais, donc en effet, des données qu'on recueille par l'intermédiaire de différents services ou de processus qui sont déjà là. On parle des tickets, on parle des appels téléphoniques, en effet. Tu parlais de l'équipe sales, notamment quand elle enregistre les conversations, etc. Ça peut être aussi des données d'utilisation d'un outil en ligne ou des outils en SaaS, etc. Et après, il y a les données qu'on va chercher, qu'on produit finalement par rapport à un objectif en particulier et qui devraient s'ajouter à ce qu'on sait déjà pour prendre des meilleures décisions et puis pour se dire, non, finalement, quand on relie ce que j'ai appris là avec ce que je sais de tel segment, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça qui manque en tout cas selon toi aujourd'hui. En tout cas, voilà, selon moi, mes recherches, et encore une fois, peut-être que j'ai mal cherché. C'est possible.
Avis à tous ceux qui s'occupent de construire ces outils-là et qui nous écoutent, d'encore mieux connecter aujourd'hui. C'est vrai que les repositories, il y en a de toutes sortes. Ça dépend aussi de ce que tu veux en faire complètement. Avec des droits d'accès différents, des gens qui exploitent, des gens qui contribuent. Là aussi, il faut doser quel droit on va donner à qui. Quelqu'un me disait il n'y a pas si longtemps, cet outil il est bien, mais garbage in, garbage out. Si tu programmes mal, si tu tags mal derrière, comment tu exploites. Donc est-ce que l'IA pourra aider aussi à ça? Ok, merci Marion d'avoir participé à ce podcast. Merci Nabil. Et puis je te souhaite un bel été, car là nous sommes au tout début, toute fin de juin. Ouais, et il fait très chaud, il faut le préciser. Déjà, Très merci chaud beaucoup. à Nantes. Merci. Au revoir. Au revoir.